La deuxième intervention de cette table ronde sera celle de professeur Daniel Turp, qui nous parlera de l'enseignement collégial en français ou comment se refuser à de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ce titre a été choisi par professeur émérite Turp, qui considère la loi 96 comme une législation de demi-mesure, où la myriade de petites modifications apportées à la charte de la langue française se résument à une occasion manquée de réellement assurer la pérennité de la langue française au Québec et au sein de l'État québécois. Pour le professeur Turp, cette réalité d'une langue en déclin a été mise en évidence dans les corridors et les cafés de la faculté de droit où il enseignait. Lors d'une rencontre préliminaire qui s'est tenue dans le but de préparer cette table ronde, professeur Turp m'a confié son désarroi lorsqu'il entendait des étudiants et étudiantes francophones échanger avec leurs camarades allophones et anglophones en anglais. Cela se produisait malgré le fait qu'il fréquentait une université de langue française, l'Université de Montréal. Bien que le professeur Turp ne croit pas que des dispositions régissant la langue d'instruction doivent s'appliquer au domaine universitaire, il voit la décision du gouvernement de ne pas prolonger la loi 96 au niveau collégial comme une erreur qui risque fort de contribuer au déclin de la langue française. Indépendantiste convaincu, le professeur Turp vient aujourd'hui nous livrer un message offrant des pistes qui nous permettront de mieux répondre à la question qui fait encore couler tant d'encre. En 2022, la nation québécoise, c'est quoi? Sur ces mots, je vous laisse la parole, professeur Turp. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais saluer mes frères et sœurs autochtones et en particulier le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador pour lequel j'ai une grande admiration depuis toujours. Et je suis très heureux de me retrouver ici en personne, dans une conférence en personne, enfin, tout en saluant ceux et celles qui nous joignent virtuellement et qui peuvent donc assister à cette conférence. Je remercie les puissances organisatrices, là, le groupe de recherche sur le langage, l'identité, la diversité, l'appartenance et le département d'études intégrées en éducation de l'Université de McGill. L'Université de McGill, une grande université québécoise dont je suis très fier. Et je suis fier d'y avoir enseigné d'ailleurs un cours ici à la faculté de droit il y a quelques années avec ma collègue constitutionnaliste Joanne Poirier, un cours sur la Constitution du Canada où des étudiants de l'Université de Montréal et l'Université McGill de nos facultés de droit avaient rédigé une nouvelle Constitution du Canada pour souligner le 125e anniversaire de la création du Dominion du Canada. C'est quelque chose que vous voudriez peut-être voir un jour où les nations autochtones étaient beaucoup mieux traitées et représentées dans un acte constitutionnel qui avait été rédigé par des étudiants et des étudiantes de nos deux facultés de droit. Je vous remercie en particulier, Andréane Langevin. Là, vous avez été une extraordinaire chef d'orchestre de cette séance de travail d'aujourd'hui. Et j'apprécie par ailleurs, quant à moi, comme vous l'avez dit, cette volonté de faire prévaloir cet esprit de collégialité, d'ouverture. Et je me prête avec le plus grand des plaisirs à cet exercice de dialogue qui est nécessaire à l'évolution, comme vous l'avez dit, de la cohésion de toute société civile. Et alors, comme vous l'avez indiqué, moi, je voulais parler de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, s'agissant de cette loi 96. Et on pourrait parler de beaucoup de choses dans cette loi 96. Et j'évoquerai la question des nations autochtones parce qu'elle m'intéresse particulièrement et des langues autochtones. Mais on m'a surtout demandé de parler du cégep et puis qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment, la question de l'enseignement collégial, de la langue, l'enseignement collégial, est devenue dans le cours du débat sur le projet de loi 96 un enjeu dont le gouvernement du Québec, celui de M. Legault, de son ministre Jolin Barrette, n'a pas pu éviter. Alors que dans le projet de loi d'origine, il n'y avait pas grand-chose sur le cégep parce qu'on ne voulait pas modifier les règles du jeu, qui voulaient que c'était la liberté complète. Et là, il y a eu plusieurs intervenants qui ont voulu que l'on
n'applique le même régime au cégep que le régime applicable depuis 1977 et aux écoles primaires et secondaires, donc s'assurer que les personnes qui ont droit à l'enseignement en anglais aux primaires et secondaires puissent avoir aussi le droit à l'enseignement en anglais dans les collèges, mais que les personnes qui n'appartenaient pas à la minorité, puis on a été très dérangé par la qualification de minorité historique là, dans le projet de loi, puis dans le débat, que ce soit les seules personnes, en définitive, qui peuvent avoir accès à l'école ou au cégep en langue anglaise. Et le gouvernement a trouvé une solution à mi-parcours qui est terrible. Essayez de lire les articles 88.0.1 à 88.018 là, pour les cégeps, et vous allez voir que c'est d'une complexité épouvantable, qu'il y a des contingents, qu'il y a des façons de faire des calculs qui visent finalement à déterminer des nombres qui vont permettre la poursuite de l'application de l'enseignement en langue anglaise, dans les cégeps de langue anglaise pour les allophones, les francophones et les anglophones, pour cesser la croissance. C'est très clair que c'est ça, ou d'assurer qu'il n'y ait pas de croissance, parce que la croissance est réelle. Et on le voit, le cégep Dawson, c'est le plus grand cégep du Québec, là, maintenant. Je ne sais pas si les gens le savent. Le plus grand cégep du Québec, c'est Dawson. Et il est fréquenté à 50% par des non-anglophones, par des francophones et des allophones. Et je suis certain plusieurs étudiants et étudiantes des Premières Nations. Moi, c'est vrai que ça a été un peu traumatisant pour moi de revenir dans ma faculté de droit après plusieurs années dans 2 parlements et de constater que dans ma faculté de droit à l'Université de Montréal, qui se vante d'être la plus grande université francophone au monde, là, que la langue commune dans les corridors de ma faculté, dans le café acquis de droit, que les étudiants de ma faculté, qui étaient souvent originaires de Dawson, parce qu'ils me le disaient, réclamaient d'ailleurs le droit de rédiger leurs travaux en anglais. Et pas un, là, beaucoup. Et que ma faculté tolérait ça, semble-t-il, au départ en tout cas, et qu'on était dans une situation où vraiment la langue commune dans mon université, dans la faculté de droit, devenait l'anglais. Et là, les gens diront, ben oui, mais les francophones ne défendent pas leur droit de parler en anglais. Ils ne veulent pas parler en anglais ou en français aux anglophones, aux allophones, ce qui est probablement vrai dans une certaine mesure. Mais on voit bien l'attraction, la puissance de la langue anglaise dans cette jeunesse québécoise francophone, mais aussi la capacité des anglophones, des allophones d'imposer la langue dans des relations qui font que c'est l'anglais qui devient la langue commune. Et c'est vrai à Montréal, beaucoup dans d'autres domaines, dans d'autres institutions, on le sait, on ne peut pas nier les statistiques qui viennent de nous être présentées par Statistique Canada, où on constate la dégringolade du français. D'ailleurs, surtout à Montréal, surtout dans la métropole québécoise. Et c'est pour ça que, vous savez, moi, j'ai pensé que la solution qui s'imposait, c'est de poursuivre tout simplement ce qui avait été commencé en 1977, que le parcours des allophones et des francophones devrait au cégep continuer en français, qui est un lieu de socialisation tellement important et où on prend des grandes décisions sur la langue qui est celle dans laquelle on pense, on lit, on écoute la télé et qui fait que l'on devient, on décide, on accepte que le français est la langue commune au Québec. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, qu'il y ait une langue commune dans laquelle toutes les personnes qui habitent le territoire du Québec puissent échanger et participer à la vie démocratique dans une langue sans que les autres langues soient exclues par ailleurs. Alors, je pourrais revenir là-dessus dans des questions, dans nos échanges, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, moi, qui a une ouverture sur les langues, qui est très fier de parler anglais et qui veut et insiste que pour mes étudiants
apprennent l'anglais, puis la maîtrisent, puis l'écrivent bien. En même temps, je suis celui qui pense que sur le territoire du Québec, de l'État du Québec, que nous avons en partage avec les nations autochtones et avec la minorité nationale, qu'il y a des raisons légitimes pour que le français soit une langue commune. Et j'avais même rédigé, avant d'aller en commission parlementaire, les dispositions pour modifier la loi, la Charte de la langue française pour que le français devienne la langue d'enseignement au cégep. Ce n'était pas compliqué du tout, 101 mots. J'avais réussi à faire ça en 101 mots. Et ce n'était pas un régime d'une telle complexité, celui qui va entrer en vigueur d'ailleurs juste le 1er juillet prochain, d'ailleurs, parce que les articles ne sont pas encore en vigueur, ils vont l'être l'an prochain. Alors, puis, en tout cas, on pourra continuer là-dessus. Puis il y a d'autres choses dans cette loi qui, à mon avis, auraient pu contribuer davantage à ce que le français soit une langue commune, en fait, qu'on assure sa pérennité. Mais je ne voudrais pas vous laisser sans vous dire ce que j'ai aussi dit quand je me suis présenté devant la commission parlementaire de la culture lorsque j'ai été invité à le faire. J'ai demandé à M. Jolin Barrette d'insérer dans la charte de la langue française une affirmation que les langues des nations autochtones étaient les langues premières du Québec. Je lui ai demandé ça. Je l'ai regardé, j'ai dit là, vous savez, la Charte de la langue française, il y a des dispositions sur les langues autochtones, leur enseignement. Elles avaient été intégrées dès 1977 dans le projet de loi de M. Lorrain. Et là, je me suis dit, écoutez, ça, c'est là. Donc, il y a une place là, pour les nations autochtones. Et moi, je vous le dis, là, si j'avais été député à cette époque-là, j'aurais voté pour l'amendement qui avait été proposé là, par Mme Gazal, la députée de Mercier, qui m'a succédé là, après Amir. Et j'aurais appuyé l'idée qu'il fallait mettre de nation à nation dans le préambule. Je n'aurais pas de problème du tout avec ça, mais je serais allé beaucoup plus loin en affirmant dans la Charte de la langue française, dans une partie qui était peut-être qui concerne les nations autochtones, l'idée que les langues premières du Québec, c'est les langues autochtones, c'est les 11 langues parlées par les Premières Nations et la nation inuit. En même temps, j'ai toujours été un peu comment dire, je trouvais ça un peu paradoxal que dans une charte de la langue française, il y ait beaucoup de dispositions sur la langue anglaise, puis il y a des dispositions sur les langues autochtones. Moi, j'aurais été partisan, même en 1977, d'avoir une charte de la langue française, puis d'autres instruments particuliers à la langue anglaise, puis un instrument particulier aux langues autochtones. Là. Et c'est peut-être encore la voie, il reste cette voie-là. Peut-être que l'Assemblée nationale, un peu comme la Chambre des communes l'a fait, mais qui n'a pas eu le courage de dire dans la loi fédérale que les langues autochtones étaient les langues premières, alors qu'on l'avait proposé. Alors, donc, là-dessus, vous avez un allié. Vous avez un allié qui croit que dans ce territoire que nous avons en partage, qu'on partage à cause du colonialisme, à cause des Français, des Anglais là, qui sont venus ici en colonisateurs, mais avec qui aujourd'hui vous partagez votre territoire d'origine, ben, on a peut-être le devoir d'un dialogue qui passe par la reconnaissance des langues autochtones, mais peut-être aussi la reconnaissance du français comme étant la langue commune de tous ceux et toutes celles qui habitent ce territoire. Et donc, moi, j'étais content d'être invité, non seulement pour dire qu'il faudrait que le cégep soit en langue française, mais aussi pour dire que je rêve du jour où on va à l'Assemblée nationale du Québec reconnaître les langues autochtones comme les langues premières du Québec. Merci. We had made the same request to the Government of Canada when they were working on the Aboriginal Languages Act, and we didn't get it. It's rather unfortunate and rather ironic that the Government of Canada would work on a Language Act and not give that recognition. But
The province of Nova Scotia. La province de Nouvelle-Écosse l'a fait. Ils l'ont reconnu que la langue officielle en Nouvelle-Écosse, c'était bel et bien la langue Mi'kmaq qui est présente depuis des millénaires. C'est juste un commentaire que je voulais faire. Je vous remercie pour vos bons mots. Vous savez, dans tous l'aménagement linguistique, là, dans tous les pays, les mots sont importants, les mots ont un poids. Là, il y a les langues officielles, les langues nationales, mais on a trouvé cette formule magnifique, à moins que vous préfériez langues ancestrales. Je me suis toujours posé la question. Langue première fait référence à la présence première des nations autochtones sur ce territoire. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ce serait mieux les langues ancestrales? Mais les mots ont un poids. Puis quand on dit première ou ancestrale, ça a un poids. Langue officielle, ça a un poids. Langue commune. Puis la difficulté, puis le dialogue qu'on devrait avoir, c'est la langue commune. Est-ce que c'est le français sur le territoire du Québec? C'est clair que c'est l'anglais sur le territoire du Canada dans son ensemble, même si le bilinguisme est formellement reconnu au Canada, mais ce n'est pas ça la réalité. Alors, c'est là aussi la difficulté que vous soulevez des jeunes autochtones, puis les cours en français, puis l'obligation des cours en français. Pour les jeunes autochtones, parler français, c'est aussi quelque chose qui leur permet de participer à la vie de la communauté. Parler anglais aussi, mais quand on ne parle pas français, il y a des limites à la participation à la vie de la communauté ou au rapport avec les francophones. En même temps, moi, je ne l'ai pas dit, je l'avais dit, Andréane. Moi, je trouve qu'il serait temps qu'on commence à vouloir enseigner des langues autochtones aux Québécois, aux Québécoises, dans les écoles primaires, secondaires, dans nos collèges et même dans les universités. Moi, j'aimerais bien apprendre une langue autochtone. Là. Je suis plus très jeune, là. C'est plus difficile de faire l'apprentissage des langues là, à mon âge ou à l'âge de Ghislain Picard, parce qu'on est nés la même année, M. Picard et moi. Mais c'est ça aussi qu'on devrait vouloir. Les Autochtones devraient vouloir qu'on puisse parler avec eux, les francophones et les anglophones, dans leur langue. Et ça, ce serait pour moi aussi un grand objet de fierté qu'on aille dans cette voie-là. Voilà. Juste pour ajouter à ça, je pense que notre chef de l'Assemblée des Premières Nations à Québec-Labrador va s'en souvenir. Il y a quelques années, on avait rencontré François Roberge, le ministère de l'Éducation. Et je lui ai proposé de faire un projet avec les Premières Nations sur le territoire. Un projet de collaboration avec les Premières Nations qui sont sur le territoire par l'intermédiaire des commissions scolaires en région. En territoire algonquin avec les commissions scolaires algonquines, en territoire Mi'kmaq avec les commissions scolaires qui sont sur notre territoire. Et de travailler un projet de développer du curriculum au niveau de l'histoire qui va dire la vérité, qui va exprimer les choses. Cela a une grande importance, cette éducation-là. Parce que l'éducation que le monde a vécue jusqu'à date vous donne une certaine image des Premières Nations. Mais en développant un curriculum qui est équilibré, qui reflète les différentes nations sur les territoires. Tantôt, dans 25 ans, des jeunes qui pourraient passer à travers un tel curriculum, le monde qui va être avec lequel on va négocier va avoir une beaucoup meilleure attitude, une beaucoup meilleure compréhension de notre situation. Parce que l'éducation, c'est l'outil de l'État d'atteindre certains objectifs. Puis ça, je pense que ça doit être équilibré. Mais il n'y a pas fait de suivi là-dessus. Ça a resté là. Je trouve ça intéressant, puis c'est très bien d'avoir des statistiques comme celle-là. Et la façon dont vous les présentez, mon cher collègue, c'est comme
de laisser entendre que le fait, par exemple, d'avoir imposé le français aux écoles primaires et secondaires, c'était peut-être quelque chose qui était injuste, comme le serait aujourd'hui d'imposer aux allophones l'obligation d'aller dans un cégep francophone. Alors, est-ce que je vous comprends bien que même ça, imposer le français pour l'école primaire et secondaire, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable en 77 et ne le serait pas plus aujourd'hui, et encore donc moins le fait de plutôt obliger les allophones d'aller à l'école française ou au cégep français, parce qu'il me semble que c'est un enjeu important que de dire que les gens qui choisissent le Québec, là, qui adoptent le Québec, puissent être intégrés à la majorité francophone plutôt qu'à la minorité anglophone. Ou est-ce que c'est très, selon vous, même illégitime de penser cela? Professeur Bourris, en 2 minutes. Alors, on peut parfaitement avoir un système où les personnes peuvent devenir bilingues, comme dans le système scolaire anglophone. En fait, il y a 80% du système scolaire anglophone qui enseigne l'immersion en français. Et c'est ça qui fait que la communauté, la minorité anglophone est devenue très, très bilingue. Alors, il y a d'autres pays qui ont adopté le bilinguisme et qui maintient la dominance de la langue ancestrale historique. Donc, moi, je crois qu'on est capable d'avoir des systèmes qui sont bilingues et plurilingues sans menacer ni les peuples autochtones et ni les majorités dominantes. Alors, quand on se conçoit comme une majorité dominante, on peut laisser du lest pour permettre aux personnes d'être bilingues, trilingues dans une société en Amérique du Nord. Un commentaire sur le recensement de 2021, là, vous n'avez pas mentionné, mais regardez, c'est quand même intéressant de voir que les plus anglo-bilingues au Canada et au Québec, c'est les Québécois francophones. Et que dans la période entre les deux recensements, le bilinguisme chez les Québécois de langue maternelle anglaise a diminué. Alors, tu sais, quand on vante les mérites de systèmes qui favorisent le bilinguisme des francophones, des anglophones, je pense qu'on peut penser que même notre système d'éducation permet aux francophones d'être bilingues. Est-ce que le principe de l'article 15 est, selon vous, légitime? Et est-ce que l'enjeu, c'est un enjeu de temps ou de flexibilité? Est-ce que si ça avait été un an, 18 mois, 2 ans, est-ce que ça vous aurait paru plus acceptable? Mais le principe lui-même, est-ce que vous croyez que c'est à un certain moment un devoir de l'État québécois, dont la langue officielle est le français, qui va en faire la langue commune, de communiquer à terme avec les personnes qui choisissent le Québec en français? Je comprends la logique, le besoin de la population québécoise et du gouvernement du Québec de renforcer la langue française comme langue commune, mais j'ajouterais publique, parce qu'on peut parler des langues. Moi, je parle arménien avec mes enfants, mais ils sont multilingues. Donc, est-ce qu'on parle de la langue commune en général, mais la langue commune publique? Parce que là aussi, c'est un enjeu qui n'est pas parfois clarifié. Je suis pour le renforcement du français. Moi, j'ai choisi le Québec parce que je suis francophone et parce que... Mais en même temps, comment faire pour que les gens, à partir du moment où nous accueillons des immigrants, et là, vous avez parlé, hein, le taux de natalité est tellement bas chez les allophones et les francophones. Sur le plan économique, sur le plan démographique, on a besoin d'immigrants. Donc, je pense qu'à un certain moment, il y a des choix sociétaux. Si on a besoin réellement d'immigrants, on a besoin d'immigrants qualifiés, d'accord, mais en même temps, on a ratifié une convention
qui fait que nous devons donner accès à des gens qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, il faut mettre les personnes que nous accueillons dans des conditions pour apprendre, pour s'intégrer. Et les gens sont reconnaissants. Les gens sont reconnaissants envers le gouvernement du Canada, du Québec, envers tous les intervenants qui proposent des services. Ils le disent, mais en même temps, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Donc, il faut améliorer les conditions. Et une des conditions, c'est donner plus de temps. Je pense que déjà, cet amendement aurait dû passer, c'est la moindre des choses, mais sachant qu'il y aura toujours des personnes qui ne maîtriseront pas le français, comme une femme qui est arrivée à 66 ans, qui est analphabète, qui ne sait même pas écrire dans sa propre langue. Comment va-t-elle apprendre et maîtriser tellement le français pour demander des soins, avoir accès au système? Il y a des jeunes comme des personnes même qui ont des troubles du langage. Donc, et souvent, quand les jeunes ont des troubles du langage, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il faut choisir une langue. Ils ne peuvent pas être multilingues. Donc, des jeunes, des personnes qui ont des troubles du langage, mais ils vont avoir des difficultés et peut-être 7 ans après, ils ne vont pas maîtriser assez le français pour être autonome sur le plan au niveau des services, etc. Donc, je pense qu'il faut être plus nuancé, donc donner plus de temps, mais avoir aussi des mesures particulières pour les personnes les plus vulnérables qui peut-être ne pourront pas apprendre le français, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas, comme il y a beaucoup de jeunes anglophones et francophones ou autochtones qui ne peuvent pas apprendre une autre langue pour X et Y raisons. Et c'est là où je pense qu'il n'y a plus de nuances dans cette loi. Et par manque de nuances, ça devient coercitif. Et je trouve que quand on est dans la coercition, on n'est plus dans l'accueil. On n'est plus dans l'accueil, on n'est plus dans la bienveillance. Et c'est là où il y a comme un genre de discours paradoxal. Hein. On dit, venez au Canada, venez au Québec, on ouvre les portes, et arrivé au Canada, paf. Et surtout pour les personnes réfugiées demandeuses d'asile qui ont fui des situations de violence. Tout à l'heure, nous avons parlé de la déshumanisation que les peuples autochtones ont vécue, mais il faut réhumaniser. Et pour réhumaniser, ça commence par la sécurité absolue, le respect absolu, pour montrer qu'on est vraiment prédisposé à réhabiliter la personne et lui donner son humanité. La prochaine question vient du statisticien René Houle et elle vous est dirigée, professeur Turp. Vous l'attendiez? Voici la question. Sur quelle base, études statistiques, vous basez-vous pour dire que la loi 101, donc le prolongement de la loi de la Charte de la langue française au Cégep, améliorerait la situation de la langue au Québec? Ce n'est pas seulement des statistiques, je crois. Ce n'est pas un enjeu seulement de chiffres, que ce soit ceux présentés par mon collègue ou mis à jour par le recensement de 2021. Je pense que c'est une question de choix d'une société qui souhaite que la langue française soit la langue commune. Et que les personnes qui choisissent le Québec comme terre d'adoption soient invitées à choisir cette langue et à être éduquées dans cette langue jusqu'au cégep. Moi, je n'ai jamais été le promoteur d'empêcher quiconque d'aller à l'université McGill en langue anglaise ou à Concordia. D'ailleurs, elles sont très populaires, ces deux universités. Et c'est intéressant de constater que Concordia a plus d'étudiants maintenant que l'UQAM et que beaucoup d'étudiants allophones choisissent Concordia plutôt que l'UQAM ou l'Université de Montréal ou d'autres universités francophones. Alors, donc, ce n'est pas seulement une affaire de statistiques, c'est une affaire de vouloir que le français soit la langue commune au Québec. Et moi, je trouve que c'est légitime, que c'était quelque chose qui fondait pas seulement la Charte de la langue française. Notre collègue nous a rappelé que ça a commencé avec la loi 22. De toute évidence, en plus, ce n'est pas une affaire d'indépendantistes. M. Bourassa ou son prédécesseur, l'Union nationale, n'était pas indépendantiste, celui qui a les premiers fait du français ou voulant faire du français la langue officielle. Et je crois que c'est comme très légitime dans un État où la majorité francophone, en plus dans un
dans un continent anglophone, dans un univers où l'anglais est la langue franche, la lingua franca, attractive, que l'on veuille s'assurer de la pérennité de la langue française au Québec. Vous imaginez si aujourd'hui la loi 101 n'avait pas été adoptée ou la loi 22, même si, vous savez, ça me fait penser un peu, j'avais le goût de dire ça. M. Bourassa, quand il a fait la loi 22, il y avait un système compliqué de tests pour les enfants. Ceux qui avaient le droit à l'école anglaise, ils faisaient des tests, là. C'est l'affaire compliquée, puis qui a été modifiée par des critères beaucoup plus objectifs d'ayant droit en 1977. C'est un peu la même chose avec les cégeps maintenant. On crée un système super compliqué, puis on va se rendre compte que ça ne changera pas grand-chose finalement sur la fréquentation des cégeps de langue anglaise, à la fois par les anglophones et les francophones, sauf pour contingenter. Puis que dans 5 ans, on va se dire, bon, on va probablement devoir appliquer la loi 101 au cégep quand on se rend compte qu'il n'y aura pas de différence. Alors, donc, à mon interlocuteur, je dis que ce n'est pas seulement une question de statistique, c'est une question qui relève d'un enjeu de pérennité de la langue française au Québec, d'en faire la langue commune dans cet univers très anglophone, très attractif. Aujourd'hui, comment s'efforcer de maintenir un dialogue sain, basé sur les faits et la science, lorsque le sujet de discussion est aussi sensible que celui de la planification et de l'identité linguistique? La réponse, c'est de faire comme aujourd'hui, ici, puis de le faire à tous les niveaux, puis espérer que, par exemple, dans nos assemblées parlementaires délibérantes, ceux qui adoptent les lois, ceux qui sont titulaires des compétences pour adopter des lois, qu'il y ait des vrais dialogues. Puis que quand on adopte des lois, puis quand on adopte des mesures, qu'elles sont basées sur des délibérations, des vraies. Moi, je pense que la vraie démocratie passe par la délibération. Elle passe jamais par l'unanimité, parce qu'on n'arrive jamais dans une société très démocratique à faire l'unanimité. Mais quelque part, quand on délibère, on est entendu, on gagne des batailles, on en perd, mais on peut parfois arriver à des consensus. Puis sur cette question-là, on pourrait, je pense, arriver à des grands consensus pour que nos langues premières, officielles, communes de nos minorités coexistent sur le territoire du Québec.